Bonjour à toutes et à tous. Les Confidences littéraires ont la chance de venir aujourd'hui à la rencontre de l'écrivaine Tamara Magaram à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Les âmes guéries, publié aux éditions Ramsay. Bonjour Tamara Magaram. Bonjour Nathalie. Je me propose pendant cette petite heure que nous allons passer ensemble d'aborder avec vous votre actualité, votre dernier livre, Les âmes guéries, les œuvres littéraires et les auteurs qui ont marqué et jalonné votre parcours de lectrice, d'écrivaine, de femme, vos coups de cœur littéraires cinématographiques plus récents et la musique qui vous accompagne et vous emporte en ce moment en particulier. Quelques questions ayant trait à votre rapport à la littérature et à l'écriture. Et enfin, dans la dernière partie de notre entretien, je vous demanderai si vous avez un objet auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi. Et enfin, si vous en êtes d'accord, je vous demanderai de nous lire quelques pages de votre dernier livre. Tamara Magaram, vous êtes écrivaine et avez commencé par écrire des nouvelles. Puis un premier roman, Un printemps à Paris, paraît en 2018 aux éditions Ramsay. En 2020, vous publiez votre deuxième roman, Les âmes guéries, roman pour lequel vous êtes là aujourd'hui. Nina, trentenaire, parisienne, semble épanouie et heureuse. Pourtant, elle fréquente un groupe de parole sur les douleurs de l'enfance. Elle se fait remarquer par Hélène, qui termine sa thèse en sciences sociales sur la guérison de l'enfance. Les deux femmes vont se livrer à une série d'entretiens. En prenant connaissance du vécu de Nina, Hélène va découvrir l'existence de sa mère, Teresa, une femme complexe, passionnée, au destin tragique. S'alternent tour à tour ces entretiens, la plongée dans la vie de la petite Nina adolescente et celle de Teresa, sa mère, jeune, en essayant d'identifier la source du mal. La vie foudroyante de Teresa reste un mystère pour sa famille. Que lui est-il arrivé? Les âmes guéries est un très beau roman sur l'enfance et l'amour, la complexité des liens humains, la question du rapport à la mère, en particulier ces mères poison, incapables d'aimer, et la condition de la femme aujourd'hui. Dans cette œuvre où vous explorez la psychologie et la capacité de résilience de ces enfants grandis sans amour, et même au-delà, ces enfants humiliés, maltraités, détruits, oubliés. Vous nous proposez un hymne à l'amour, malgré tout, au pouvoir libérateur de la psychothérapie, et en particulier du transgénérationnel, et une réflexion sur le pardon magnifique. Chère Tamara, pouvez-vous nous parler des âmes guéries? C'est à vous. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci beaucoup pour ce beau travail de restitution et merci pour votre invitation surtout. Donc effectivement, les âmes guéries, c'est mon second roman qui a été publié chez Ramsay. C'est un roman qui est né vraiment de la rencontre avec plusieurs témoignages d'enfance. En fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient eu des enfances brisées par leur famille, par l'héritage familial. Parce que souvent, on dit qu'il y a un parent maltraitant ou une maltraitance familiale, mais souvent, en fait, c'est toute une dynastie familiale qui s'abat sur l'enfant. Il y a un poids, et souvent, un enfant incarne cette charge-là. Il a tout porté sur ses épaules, il a été victime, il a été brisé, et en fait, du coup, j'ai fait un travail qu'on pourrait appeler un travail d'enquête pendant 4 ans, où j'ai rencontré de nombreuses anciennes victimes. J'ai aussi puisé dans mon histoire personnelle à moi, même si c'est un roman, et j'ai pu écrire ce roman qui traite vraiment de ce qu'est la blessure de l'enfance, la douleur de l'enfance et la relation maltraitante. Dedans, il est question, il y a un sujet qui est quand même assez tabou et que j'ai voulu aussi mettre en avant, et de toute façon ça s'est invité aussi à moi, c'est la maltraitance de la mère. Parce qu'on a une époque, l'époque MeToo, la parole se libère et on dénonce les agressions sexuelles, on dénonce énormément de choses, que ce soit à l'intérieur des familles, au travail ou dans l'espace public. Mais il y a quelque chose qui est toujours tabou, qui est toujours, qui nous met mal à l'aise, qu'on a du mal à exprimer, c'est quand c'est la femme qui est maltraitante, c'est quand c'est la mère qui commet vraiment le mal, que ce soit le mal de l'inceste par exemple, il y a des mères aussi incestueuses, le mal, la violence, la mère aussi qui peut être alcoolique, qui peut être une figure abusive, maltraitante. Donc dedans, les personnages sont essentiellement féminins, même si l'homme a toute son importance. Il y a aussi le père qui est là, parce que de toute façon, dans une famille, la violence s'installe. Il faut forcément qu'il y ait des acteurs qui soient vraiment mis au devant de la scène, mais aussi des acteurs secondaires qui laissent les choses se faire, qui permettent en fait, qui sont dans la permissivité de ces actions-là. C'est l'histoire vraiment d'Hélène qui étudie tous ces sujets-là et qui cherche en fait un témoignage plus lumineux, parce que de ce qu'elle a observé, c'est que, alors vous Nathalie, je sais que vous avez cette sensibilité-là, vous arrivez à voir les êtres en fonction de leur posture, de leur visage, de ce qu'ils ont pu vivre aussi, parce que c'est vrai que
quand on a cette sensibilité-là, quand on a vécu certaines choses dans l'existence, on arrive à voir la manière dont quelqu'un se tient, on arrive à voir ce qu'il a pu vivre. Et j'avais entendu un jour un écrivain dire « Ceux qui rentrent la main dans leur poche sont les anciens enfants battus ». Ça, je ne sais pas si c'est vrai du tout, mais en tout cas, je crois qu'il y a des choses qui se lisent sur le corps d'un être humain, et surtout dans la maltraitance. Et on le voit à Paris, quand on se promène dans les rues de Paris et qu'on voit tous les sans-abri, on voit l'enfant brisé et on voit l'adolescent qui s'est fait vraiment malmener. Et donc là, notre Hélène, elle cherche quelque chose de différent de ça. C'est qu'elle en a marre d'entendre toujours ah ben, ceux qui ont été battus, ceux qui ont été violés, de toute façon c'est foutu pour eux. La vie est foutue, voilà, ils sont bons à quoi, du coup ils sont bons à mourir en gros. Et ben non. Donc elle cherche quelque chose qui viendrait contrecarrer cette idée reçue et elle trouve une femme dans un groupe de parole, elle trouve une jeune femme lumineuse, c'est-à-dire une jeune femme qui n'a pas l'air de porter ce sac lourd et encombrant de fêlures, de noirceur et de violence. Elles engagent du coup la discussion et c'est comme ça que l'autre jeune femme, Nina, du coup, celle qui est présente dans les groupes de discussion, va lui ouvrir son cœur, du coup, sa vie, et va lui exprimer tout ce qu'elle a vécu et va lui raconter l'histoire de sa mère. Parce que pour comprendre quand un enfant a été martyrisé, quand un enfant dans une famille a fait office de ce qu'on peut appeler le fusible ou l'enfant martyr, ou le bouc émissaire, hein, pour reprendre, René Girard a très bien théorisé ça. Le bouc émissaire, c'est quelque chose qu'on connaît tous. C'est un mot qui d'ailleurs, c'est un terme qui est assez fort. Quand un enfant a endossé ce rôle-là, il faut comprendre que les jalons étaient posés des générations avant. Et c'est-à-dire que c'est pas un hasard, c'est pas tout d'un coup il y a un enfant qui naît dans une famille et le parent va devenir maltraitant. C'est qu'il y a dans toute l'histoire du parent, il y a toute une dynamique qui s'est imprimée, qui s'est imprégnée aussi et qui a amené à cette situation qui pour le coup est une situation impardonnable. Ensuite, dans cette histoire, il y a aussi toute la relation qui est mise en avant du couple, le couple parental, et on en a un peu parlé tout à l'heure, de la codépendance, qui est un terme en fait que les Français connaissent mal, qui aux États-Unis est assez connu, codependent. C'est qu'en fait, il faut comprendre que quand il y a une relation maltraitante, une relation de souffrance, comme aujourd'hui, c'est très à la mode, rien qu'à la FNAC, j'ai été tout à l'heure à la FNAC des termes, on voit des rayons entiers sur les pervers narcissiques, la perversion narcissique, etc. Donc on a l'impression qu'il y a des individus profondément sadiques qui apparaissent et qui font du mal autour d'eux. Mais pour que cela se passe, c'est qu'il faut qu'autour, il y ait des personnes qui obéissent à ce schéma-là et qui le laissent s'installer, qui n'y résistent pas du moins. Alors peut-être par ignorance, parce qu'ils n'ont pas réfléchi à la question, peut-être qu'ils y sont habitués, c'est peut-être leur schéma familier, mais en tout cas dans la codépendance, ce qui s'installe, c'est que quand il y a une maltraitance familiale, par exemple, on ne peut pas dire quand le couple reste en place, on ne peut pas dire que la femme est maltraitante et que le mari ne l'est pas alors qu'ils restent ensemble. C'est qu'il y a quand même une codépendance qui s'est la névrose de l'un voilà. répond à la névrose de l'autre. Absolument. La névrose de l'un répond à la névrose de l'autre, et même l'un peut devenir l'instrument de l'autre. Passif ou actif. Voilà, passif ou actif. Et il y a des milliers de combinaisons possibles, mais parfois on pourrait se demander même qui est le cerveau actif et qui est l'exécutant, l'instrument. Et là, en fait, on voit aussi que le père, qui est pourtant très absent, très démissionnaire de sa vie de père et de son éducation, a aussi une très forte importance dans cette famille, dans la construction de cette famille, dans ce qui a été lié. Et on voit aussi par toute sa destinée et par son choix amoureux. Alors, il faut juste, pour finir sur cette première partie, dire que c'est un très très beau roman. C'est un roman qui est dur. Oui, parce que ça, je peux pas le dire moi. C'est un très beau roman. C'est un très beau roman d'amour et un très beau roman sur le pardon. Et c'est un sillon que vous creusez vraiment de façon extrêmement délicate, avec beaucoup de passion. Et voilà, donc on y va, les âmes guéries. Oui, merci. Les âmes peuvent guérir. Oui, avec l'amour. Avec l'amour. Il y a une énergie. Qui est quand même le seul moteur qui vaille. Ouais. Nous sommes d'accord. Une énergie, quelque chose qui est présent et qui guérit, qui pense, en tout cas, PN, toutes les plaies qui existent, et qui est peut-être la seule chose qui vaille la peine sur Terre. Enfin, quand on voit que tous nos systèmes de valeurs s'effondrent, qu'il y a peu de choses qui nous retiennent, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même cette force de l'amour qui est toujours existante, qui est partout, en fait. Et donc moi je peux pas dire que c'est un très bon roman parce que c'est le mien, donc ça serait très prétentieux. J'essaye de faire de mon mieux en tout cas pour soigner l'esthétisme littéraire, mais en tout cas c'est un roman que j'ai énormément travaillé. Notamment j'ai cherché à atteindre une certaine justesse dans les relations et les liens,
Et je voulais surtout pas tomber dans un travers de l'époque qui est de psychologiser un peu tout et n'importe quoi et de faire des choses faciles. Parce qu'en fait, souvent, on se perd d'ailleurs dans ces choses-là. Et quand quelque chose est facile, on creuse un peu, on voit que derrière le vernis, il y avait quelque chose à creuser qui était peut-être plus une vérité. Et la réalité se révèle avec quand même des masques. Et il faut aller au-delà de ces masques-là. Et je pense que c'est le travail en tout cas que j'effectue. Et c'est pour ça que je mets à peu près 4 ans avant d'achever un livre, entre, disons, 2 ans de travaux, de travaux que ce soit généalogiques, historiques ou psychologiques, enfin dans lequel j'acquiers des compétences. Là, j'essaye de maîtriser un sujet. Et ensuite, le travail de l'écriture qui est plus rapide. Merci beaucoup. Merci.